All rise, VW. Please be seated for Vespa. Good morning, everybody. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que Madame la greffière pourrait-elle appeler l'affaire, je vous prie? Cette session spéciale marquant l'ouverture formelle de l'année judiciaire 2023 est maintenant ouverte. Marquant l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2023 est maintenant ouverte. Thank you very much. Je vous remercie. Chers collègues juges de cette cour, Madame la présidente de la Cour pénale internationale, président d'autres cours internationales, chers collègues et invités des juridictions nationales, internationales et régionales, Monsieur le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et conseiller juridique des Nations Unies, Madame la vice-présidente de l'Assemblée des États parties, Monsieur le procureur, Monsieur le greffier, Madame la présidente de l'association du barreau de la CPI, estimés représentants des États et de la société civile. Je vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue à cette audience solennelle à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2023 de la Cour pénale internationale. Nous sommes particulièrement honorés de la présence de nombreux présidents de tribunaux internationaux et régionaux et de juges en chef de juridictions nationales d'États parties au statut de Rome qui ont pris le temps, malgré leur emploi du temps chargé, d'être avec nous aujourd'hui. Alors que nous nous arrêtons un instant pour réfléchir à notre mandat et renouveler notre engagement en faveur de la justice, nous sommes encouragés par la présence de tant d'estimés collègues à nos côtés. L'année 2023 sera une année très active pour la CPI. Mais avant de discuter de ce qui nous attend, jetons un bref coup d'œil à l'année qui vient de s'écouler. L'année 2022 a été à tous égards l'année la plus chargée de l'histoire de la CPI. Bien que nous ayons commencé l'année dernière encore au milieu de la pandémie, la Cour a été très active tout au long de l'année, tenant des audiences régulières, même lorsque de lourdes restrictions à l'interaction physique étaient encore en place aux Pays-Bas. Au début de l'été dernier, nous avons enfin pu recommencer à travailler physiquement dans les locaux de la Cour. Je ne dirais pas qu'il s'agissait d'un retour à la normale, car entre-temps, la « normale » entre guillemets avait changé dans une certaine mesure. Nous avons appris pendant la pandémie que nous pouvons en effet faire beaucoup de travail efficace et efficient à distance également. Suite à cette prise de conscience, la CPI a introduit des règles plus souples concernant les méthodes de travail à distance et hybrides afin de favoriser le bien-être du personnel. Néanmoins, nous ne pouvons pas fonctionner entièrement sans un environnement physique où nous nous voyons régulièrement. C'est une grande partie de ce que nous sommes en tant qu'équipe.
Et je crois que mes collègues conviendront que les audiences sont toujours plus efficaces lorsque tous les participants peuvent se voir en personne. Excellences, Mesdames et Messieurs, en 2022, un nombre record de 1029 heures d'audience a eu lieu à la CPI. Et l'année qui nous attend risque d'être aussi intensive que la précédente. 3 procès battent leur plein. 2 d'entre eux concernent la situation en République centrafricaine 2. Il s'agit du procès Yekatom Ngaïsona devant la Chambre de première instance 5. Et il s'agit du procès Saïd devant la Chambre de première instance 6. Et dans la situation au Darfour, au Soudan, le procès de M. Abd al-Rahman se déroule devant la Chambre de première instance première. En outre, dans la situation au Mali, la Chambre de première instance 10 entend l'affaire Al-Hassan qui approche à sa phase finale sous la forme de remarques finales. Et d'autres travaux sont en cours. L'audience sur la confirmation des charges dans l'affaire Mokom concernant la République centrafricaine devrait avoir lieu dans un avenir proche. Avec plusieurs nouveaux mandats d'arrêt émis l'année dernière, il y a maintenant des mandats d'arrêt en suspens contre 14 personnes au total. J'exhorte tous les États à faire tout leur possible pour que ces personnes comparaissent sans délai devant la Cour, afin qu'elles puissent répondre des allégations portées contre elles devant un tribunal impartial et indépendant. En effet, la pleine coopération des États est essentielle pour permettre à la CPI de s'acquitter de son mandat. Les États jouent également un rôle crucial dans la lutte contre l'impunité par le biais de leurs systèmes judiciaires nationaux, qui ont la primauté en vertu du principe de complémentarité inscrit dans le statut de Rome. Cela s'applique également aux réparations pour les victimes, qui constituent un élément essentiel de la réparation des crimes les plus graves au regard du droit international. Ce sont avant tout les tribunaux nationaux qui doivent être à l'avant-garde de la lutte contre l'impunité, et ce n'est que lorsqu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas agir que la CPI doit intervenir. Et les tribunaux nationaux sont ceux qui doivent reprendre le flambeau de la justice une fois l'intervention de la CPI terminée. En effet, le renforcement des tribunaux nationaux pour traiter les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression est de plus haute importance. Cela a été souligné de manière très concrète lorsque le procureur de la CPI annonçait à la fin de l'année dernière la clôture de la phase d'enquête dans la situation dans la Cour et saisie pour la première fois en République centrafricaine et en Géorgie. La CPI joue un rôle essentiel en tant que porteuse de normes en matière de justice pénale internationale, mais nous ne pourrons combler le fossé de l'impunité que lorsque les juridictions nationales seront équipées pour traiter efficacement des crimes internationaux. Et c'est dans ce contexte que nous avons consacré le séminaire judiciaire de cette année au rôle des tribunaux nationaux dans le système de justice pénale internationale. Ce séminaire judiciaire, une tradition depuis 2018, tout comme cette cérémonie, réunit les juges de la CPI avec les juges de juridiction nationale, internationale et régionale pour une discussion franche et un échange de vues sur une question d'actualité de choix. Bien que le séminaire lui-même soit un événement fermé, un rapport de synthèse public sera publié en temps voulu. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de donner la parole au procureur, nous allons entendre un intermède musical interprété par le duo Van Hees-Venstra des Pays-Bas, avec Madame Jantine Venstra au basson
et Martin Van Hess à la guitare. Ils joueront pour nous le morceau intitulé Café 1930 d'Astor Piazzolla. Thank you for this beautiful performance. Merci beaucoup pour cette belle prestation. Je donne maintenant la parole au procureur de la CPI, Monsieur Karim Khan. Vous avez la parole, Monsieur Khan. Cher Monsieur le Président, honorable juge de la Cour pénale internationale, président de la Cour de justice internationale, chers invités d'honneur, secrétaire général du Conseil et Conseil juridique, Madame Suarez, Monsieur le greffier, membres du corps diplomatique, Excellences, président de la ICCB et chers procureurs adjoints et amis. C'est un énorme privilège et honneur de pouvoir dire quelques mots à l'occasion de l'ouverture de cette année judiciaire. Et il est peut-être opportun de dire que l'ouverture de l'année judiciaire coïncide avec le début de l'année. Bien évidemment, c'est un moment pour nous arrêter et réfléchir sur les réalisations, les défis et les difficultés que nous avons eus l'année dernière, tout comme l'a mentionné le président, avant d'aller de l'avant avec les exigences et les objectifs qui se trouvent devant nous
pour l'année qui s'annonce. L'année 2022 était une année remplie de défis. L'effet de la COVID avait continué à se faire sentir et un très grand nombre de collègues, de personnes qui nous écoutaient pouvaient sentir des difficultés dans leur vie privée, mais également de manière professionnelle. Les collègues et les personnes ont dû accomplir leur travail malgré tout cela de manière admirable. Mais malgré ceci, je crois que le progrès qui a été réalisé nous a permis d'aller de l'avant, de mieux voir quels sont les défis qui s'annoncent et quelles sont les opportunités de faire un travail couronné de succès qui sera le nôtre. L'obligation fondamentale, bien évidemment, pour tout un chacun travaillant et œuvrant dans le droit international et en respectant la primauté du droit partout au monde, et de se plier à son mandat de manière impartiale. En 2023, nous allons respecter cela, bien évidemment. L'objectif d'aujourd'hui n'est pas de faire briller une torche sur ce bâtiment, sur cette salle d'audience, et non pas non plus de se focaliser sur l'extrême générosité de cette merveilleuse ville qu'elle est. Mais nous devons nous concentrer sur et réfléchir sur les victimes. Nous devons réfléchir aux survivants. Nous devons réfléchir à l'humanité et aux personnes qui se tournent vers les institutions dont nous faisons partie afin de faire en sorte que nous puissions faire une différence pour montrer que le droit a la capacité de sortir de cette pièce comme celle-ci, de sortir des enceintes de justice et de toucher les vies des individus de manière à ce que ces personnes puissent se sentir protégées et sentir la présence du droit international, non pas en tant que un concept abstrait, mais quelque chose de réellement très concret pour la sécurité, la stabilité et la paix dans le monde. La complémentarité, en effet, exige de nous tous un horizon très vaste de compréhension. Et je crois, Monsieur le Président, le fait que d'entendre que l'atelier de travail et le séminaire judiciaire, c'est justement cela. Le fait de pouvoir se concentrer sur ces éléments très importants. Car alors que nous parlons des millions de personnes ont besoin de justice, des millions de personnes ont besoin de temps, d'aide dans un très grand nombre de lieux au monde. Et cette année, nous avons continué de construire des ponts afin de combler le fossé entre la justice internationale et la distance physique réelle entre la CPI et les communautés touchées que nous devons servir. Je crois qu'il s'agira d'une année absolument enthousiasmante selon la volonté de Dieu, alors que nous essayons d'améliorer l'efficacité du bureau, de travailler ensemble avec les adjoints, de travailler ensemble avec toutes les personnes qui se trouvent ici, les collègues du greffe, les juges, les collègues du ICTB, donc de manière collective et indépendante afin de pouvoir réaliser et atteindre les résultats que nous souhaitons. Et cette année, nous verrons tout au long de l'année une accélération alors que nous essayons de déployer l'innovation et la technologie afin d'être au service du bien commun. Et ce n'est pas seulement pour essayer de ramener la scène du crime à la cour de manière vivide, mais d'utiliser l'intelligence artificielle, les services de transcription, de détection de la voix, des services de traduction automatisée, afin de pouvoir, de manière dramatique, pouvoir avoir notre capacité de comprendre les éléments de preuve. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas pertinent pour la Cour pénale internationale. Je crois, Monsieur le Président, que ceci aura la capacité d'améliorer de manière importante nos obligations au titre du statut, d'enquêter et de chercher des éléments de preuve
car en recevant d'autres éléments de preuve, en utilisant tous ces outils qui sont à notre disposition et également en utilisant l'ICCB et en utilisant tous ces éléments, nous pouvons nous assurer d'améliorer la qualité des éléments de preuve que nous présentons afin que vous puissiez en tenir compte, afin de comprendre ce qui se passe sur le terrain, ce que cela veut dire réellement. Je vais essayer de m'adresser à tous les utilisateurs de la Cour, de proposer, de discuter ici de nouveaux processus concernant la communication des éléments de preuve qui sera importante alors que nous commençons à recevoir de nouveaux éléments de preuve et en utilisant un examen assisté de manière technologique comme cela est fait dans un très grand nombre de juridictions et ce, en raison des phénomènes que nous recevons, des données que nous recevons en masse qui doivent être compris. Monsieur le Président, avant de conclure, je crois qu'il est très important d'identifier l'importance d'un progrès continu lorsqu'il s'agit de l'égalité des genres et de la diversité géographique, de s'inspirer de la stratégie de l'égalité des sexes, de la culture sur le lieu du travail que nous avons collectivement lancé lors du mois dernier, lors de l'Assemblée des États parties, non seulement parce que cela est important et parce que cela améliore le travail, le lieu du travail, mais d'appliquer le droit international et de comprendre que ce n'est pas simplement pour une région, pour un pays, mais c'est vraiment l'héritage collectif de l'humanité que nous devons respecter. Et le fait d'avoir des personnes de toutes disciplines, de tous horizons, de toutes les traditions juridiques, que nous allons pouvoir améliorer l'application du statut de Rome et nous allons pouvoir mieux comprendre les situations de manière plus précise et nous allons faire en sorte que le droit puisse être plus pertinent. Bien évidemment, c'est le 25e anniversaire de la signature du statut de Rome et cela présente une opportunité à toutes les personnes, à tout un chacun, non pas seulement pour les organes de la Cour, mais c'est une excellente opportunité pour la communauté internationale qui s'était engagé à Rome d'insuffler la vie au statut, de le renforcer, de faire en sorte que le statut puisse être plus pertinent. C'est ainsi que nous cherchons à réduire le fossé qui existe entre la Cour et les communautés touchées. Avec votre aide, nous voulons réduire l'écart entre les promesses et l'engagement et ce que nous pouvons faire en tant qu'aide qui nous a été promis non pas seulement à nous en tant que représentants élus, mais aux personnes les plus vulnérables, les individus les plus vulnérables qui se trouvent sur cette planète. Ce n'est pas seulement une exigence juridique au titre du statut, mais c'est un impératif moral. Monsieur le Président, chers invités d'honneur, chers amis, je me réjouis de travailler avec vous tous. L'ensemble de mon bureau se réjouit de travailler avec vous tous afin de pouvoir améliorer notre travail et le fait de pouvoir nous acquitter de nos tâches, de notre responsabilité pour pouvoir réaliser les attentes des survivants qui ont survécu à un si grand nombre de crimes qui continuent d'être commis. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Prosecutor. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. J'invite à présent la présidente de l'association du barreau de la CPI, Marie-Hélène Proux, pour ses observations. Maître, je vous en prie. Monsieur le Président de la Cour, Madame la Présidente de la Cour internationale de justice, Madame la Vice-présidente de l'Assemblée des États parties, honorables juges, Monsieur le secrétaire général adjoint et conseiller juridique des Nations unies, Monsieur le procureur, Monsieur le greffier, Excellences et chers collègues. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui en ma capacité de présidente de l'ABCPI. L'ouverture de la nouvelle année judiciaire nous amène à réfléchir et à apprécier l'importance de la CPI, son désir d'universalité et son rôle central dans le système de justice pénale internationale. Et parmi les acteurs qui sont au centre, au cœur du travail de la Cour, il y a bien sûr les avocats de la défense et des victimes.
La Cour ne pourrait remplir sa mission sans le dévouement, le sacrifice et le travail acharné de ses avocats. Les avocats et les membres de leurs équipes jouent un rôle absolument essentiel dans le processus judiciaire de la Cour. Et comme vous le savez, les conseils externes et leurs équipes travaillent dans des conditions peu enviables, mais avec une force et un esprit sans pareil. Les préjugés contre les conseils de la défense sont tenaces et ces avocats ont un rôle souvent impopulaire. Ils remplissent ce rôle avec la conviction profonde que toute justice est impossible sans une défense acharnée des droits des accusés. Ils sont les chiens de garde du droit à un procès équitable, qui inclut bien sûr le droit à l'égalité des armes, si souvent mis en péril, mais fondamental pour la légitimité de la Cour. Les représentants légaux des victimes, pour leur part, sont muets par les attentes et les souffrances de leurs clients. Ils portent leurs espoirs d'un avenir meilleur. C'est une charge lourde de signification et de conséquences. Et leur mandat est à la fois ancré dans le traumatisme réel des victimes et dans le concept universel d'humanité. Mr. President, Excellencies, as we enter... Monsieur le Président, Excellences, à mesure que nous entrons dans cette nouvelle année, je souhaite rendre hommage à la contribution des conseils et de leurs équipes. Le barreau de la CPI est fier de les représenter et de se faire l'écho de leurs préoccupations et de leurs besoins face aux organes de la Cour, l'Assemblée des États parties et le public en général. Comme vous le savez, ces derniers mois ont constitué un tournant pour les membres des équipes extérieures. L'an dernier, en fin d'année, les équipes de soutien des victimes ont lancé des actions juridiques, y compris une grève. À partir d'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on nie la protection fondamentale après que des années de négociations aient échoué. Mais j'espère que ce sera l'année où nous trouverons les solutions nécessaires, l'année où nous créerons un système renouvelé pour soutenir les équipes de défense et des victimes dans leur travail critique pour assurer leur capacité, la capacité de la Cour à respecter son mandat, celui de la justice. Il ne peut y avoir de justice sans une défense forte et une représentation sensée des victimes participantes. Et il ne peut y avoir de jugement, de procès équitable sans l'égalité des droits. Mais nous ne serons pas en mesure d'apporter ces changements nécessaires tout seuls. À mesure que l'association du barreau de la CPI continuera de plaidoyer au nom des équipes extérieures, je me retourne vers vous pour obtenir votre soutien et j'espère que vous nous verrez comme vos partenaires dans la justice et que les équipes et les membres des équipes des victimes et de défense pourront continuer leur mission. Cette année, avec votre soutien et votre aide, ils continueront de se battre pour appliquer leur plus haut niveau de compétences, d'éthique et d'efficacité dans une pleine représentation de leurs clients. Merci. Merci beaucoup, Maître Prou. L'orateur suivant est le greffier de la Cour pénale internationale, Monsieur Peter Lewis. Monsieur le greffier, vous avez la parole. Madame la vice-présidente de l'Assemblée des États parties, Monsieur le président de la Cour, Mesdames les vice-présidents, Mesdames, Messieurs les juges, Monsieur le procureur, Messieurs les procureurs adjoints, Madame la représentante de l'Association du barreau de la CPI, Excellences, chers invités, chers collègues de la Cour, c'est un immense honneur que de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2023. Comme mes collègues l'ont dit avant moi, l'ouverture d'une nouvelle année judiciaire est une opportunité pour réfléchir sur l'année écoulée, mais également d'envisager l'année à venir. 2022 fut une année d'activité judiciaire intense, avec
un travail préliminaire et d'appel important, ainsi que l'ouverture d'une 3e salle d'audience pour pouvoir mener 5 procès et les travaux de réparation. Cette charge de travail substantielle a été gérée avec succès grâce au travail très dur, à la résilience, à la souplesse et aux ressources multiples des gens de la Cour, mais aussi avec l'assistance de ceux qui nous aident, y compris et en particulier les Nations Unies. Gérer la charge de travail de l'an dernier a supposé de soutenir 125 témoins pour venir témoigner. Parmi eux, 52 témoins qui ont déposé par visioconférence, 25 certifications pour les témoins de l'accusation et de la défense du monde entier. Fournir des protections temporaires à 118 témoins et leurs 590 proches. Trouver des relocalisations pour 13 témoins et essayer de trouver des solutions pour 21 autres victimes qui ont un besoin impérieux de relocalisation. Soutenir 132 missions de la défense et des représentants légaux des victimes. Fournir 6 visites familiales pour les détenus et faire plus de 170 demandes de coopération aux États et aux Nations Unies. Fournir l'interprétation pour les audiences, les conférences, les opérations de terrain et les missions d'opération et répondre à plus de 1500 requêtes de traduction. Et les langues dans lesquelles nous offrons ces services, Achuli, Brumé, Dari, Fur, Géorgien, Gondi, Pashtun, Sango, Sangay, Arabe soudanais, Swahili du Congo, Tamashek, et la liste continue. Nous soutenons plus de 26 langues, toutes les langues officielles des Nations Unies, et bien sûr l'anglais et le français qui sont les langues de travail de la Cour. Plus de 6000 requêtes de participation des victimes pour participer aux procédures et aux audiences. Au total, 13 500 victimes, plus de 13 500 victimes participant dans ces procédures et 291 séances d'audience publique. Maintenant, voyons l'année à venir. Nous avons beaucoup de défis qui se posent à nous. 2023 sera l'année la plus chargée de l'histoire en termes d'activité judiciaire. Le président l'a dit, avec au moins 3 procès simultanés tout au long de l'année. Nous travaillerons à la réparation dans les grandes affaires. La Cour et le Fonds pour les victimes n'ont jamais eu cette charge de travail jusqu'à présent. Et à mesure que la Cour se penche sur de nouvelles situations, de nouveaux continents, de nouveaux partenariats de coopération seront nécessaires. Lorsque nous, les personnels de la Cour, aurons à faire face à ces défis, nous le ferons en sachant que nous avons démontré notre capacité, notre résilience et notre responsabilité. Nous avons le soutien de nos États parties, d'autres États, mais également des Nations Unies et de la société civile. Mais par-dessus tout, nous abordons 2023 en sachant que ces victimes et ces communautés qui attendent paix et justice, c'est bien pour elles ce que nous faisons ici, ça a du sens. Merci. Merci, Monsieur le greffier, Monsieur Peter Lewis, pour ces remarques. C'est sa dernière apparition à cette cérémonie annuelle, donc je saisirai l'occasion également pour reconnaître son service extraordinaire auprès de la CPI au cours de son mandat. Mandat qui prendra fin le 16 avril prochain. Ses contributions pour renforcer les opérations de la Cour
demeureront un héritage de long terme et son successeur, que les juges de la Cour éliront le mois prochain, va vraiment avoir du travail pour être au niveau. Merci, monsieur le greffier. And I will J'invite à présent le duo Van Hesse-Venestra à jouer pour nous une deuxième fois. Ils vont nous interpréter un medley de 2 morceaux, Nana de Manuel de Falla et le traditionnel Cherele. S'il vous plaît.
Thank you. Thank you. Merci, merci infiniment pour cette excellente performance. Fantastique, merci. Bien, maintenant, j'ai l'immense plaisir de présenter notre invité d'honneur aujourd'hui, orateur principal, M. Miguel de Serpa Soares, qui est sous-secrétaire général aux Nations Unies pour les affaires juridiques et Conseil légal des Nations Unies. Et il occupe ce poste depuis presque 10 ans, puisqu'il a été nommé au mois d'août 2013. À la tête du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, en tant que membre du groupe de management des Nations Unies, M. Serpa Soares joue un rôle clé dans la relation dynamique et polyfacétique entre la Cour pénale internationale et les Nations Unies. Et je pense parler au nom de nous tous quand je dis que nous sommes tout à fait impatients d'entendre son discours. Monsieur Serpa Soares, vous avez la parole, je vous en prie. Your Excellency, Judge. Excellence, juge Hofmansky, président de la Cour pénale internationale, honorable juge, Son Excellence, présidente de la Cour internationale de justice, juge Dana et d'autres distingués représentants de juridictions nationales et régionales. Excellence, je suis ravi de m'exprimer devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire de la Cour pénale internationale. Au cours de l'année écoulée, cette année, nous aurons 2 années importantes pour la Cour, puisqu'elles marquent respectivement le 20e anniversaire de l'entrée en vigueur et le 25e anniversaire de l'adoption du statut de Rome. Ce furent 2 moments essentiels dans le droit international et les relations internationales, des moments d'aboutissement obtenus grâce à des efforts sans relâche de certains des plus fervents supporters de la cause de la justice internationale qui avaient pratiquement perdu espoir d'arriver à ces résultats dans leur vie. Les Nations Unies ont joué un rôle essentiel dans la création de la CPI et ont apporté depuis un soutien sans faille en tant qu'organe judiciaire impartial et indépendant. Chaque année qui passe, notre relation s'est renforcée. L'occasion d'aujourd'hui est donc particulièrement opportune pour se souvenir de la longue trajectoire de relations étroites qui unissent les Nations Unies et la Cour depuis le début. Certains attribuent la création de la Cour à la résolution 1998 de l'Assemblée générale sur les crimes transnationaux et la création d'une Cour pénale internationale qui aurait compétence pour ces crimes. Et de fait, cette résolution 1998 fait référence aux travaux de la Commission du droit international qui a rédigé un code international pour la paix et la sécurité de l'humanité qui a commencé en 1947. L'une des questions à appréhender par la Commission du droit international était en fait la création d'une cour comme celle-ci. Encore une fois, ça a été une résolution de l'Assemblée générale qui a convoqué une conférence diplomatique des Nations Unies réunissant les ministres plénipotentiaires pour l'établissement de la Cour pénale internationale qui, in fine, comme vous le savez tous, a fini par adopter le statut de Rome en 1998. Donc, pour bien apprécier l'ampleur de cette avancée, il faudra rappeler qu'elle arrive 50 ans après l'adoption par l'Assemblée générale de la Convention sur les génocides qui avait intégré le concept de responsabilité pénale individuelle et dans son article 6, intégré l'idée de tribunaux internationaux pénaux pour juger des personnes accusées de crimes de génocide. Avec l'adoption du statut de Rome, cet article trouvait enfin son sens. En termes pratiques, les synergies entre nos 2 organisations
ont été envisagées depuis la création de la CPI. La création de la CPI a été le signal d'un désir pour renforcer les liens entre la justice internationale et la notion de paix et de sécurité internationale. Les rédacteurs du statut de Rome ont toujours envisagé un rôle essentiel joué par les Nations Unies dans le soutien de la Cour et son travail. Et ceci est visible dans bien des exemples. Le statut permet au Conseil de sécurité de renvoyer les affaires devant le procureur et d'assurer les enquêtes et les poursuites. À ce stade, le Conseil de sécurité a renvoyé 2 situations devant la CPI, celle du Darfour en 2005 et celle de la Libye en 2011. De plus, selon le statut, le secrétaire général joue un rôle également essentiel car il agit en tant que dépositaire des instruments fondateurs de la CPI, une fonction qui est menée d'ailleurs par mon bureau. De plus, et c'est plus important, le statut fournit à la Cour la possibilité d'entrer en relation avec les Nations Unies à travers un accord. Et cet accord de relation entre les Nations Unies et la Cour a été conclu en 2004. Il se fonde sur une croyance partagée selon laquelle le cours de la paix ne peut être servi que si ceux responsables des crimes les plus graves sont traduits en justice. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis la création de la CPI, les Nations Unies et la Cour ont bénéficié d'une relation forte. Et cet accord de relation a démontré être une fondation solide de cette coopération et fournit également une obligation mutuelle de coopération tout en intégrant différentes dispositions qui orientent l'assistance des Nations Unies auprès de la CPI. Le Bureau des affaires juridiques, que j'ai le grand honneur et privilège de diriger, agit comme point de référence au sein de l'organisation pour la coopération avec la Cour. Et afin de nous assurer que cette coopération demeure forte et efficace, notre institution, nos institutions ont entrepris un dialogue permanent et un apprentissage continu au cours de ces années. J'espère pouvoir poursuivre ces débats et ces discussions constructives avec la Cour. Et à mesure que la Cour voit son travail augmenter, augmente également la coopération entre nos institutions. Et de fait, mon bureau a perçu une augmentation très claire dans les demandes de coopération au cours des années de la part de tous les organes de la Cour. Et l'ampleur de ces demandes de coopération s'est accrue non seulement en termes de volume, mais également en termes de nature ou de portée géographique. À mesure que la Cour opère de plus en plus dans des pays différents, sur différents continents, elle a demandé l'assistance d'un nombre croissant de bureaux et d'entités des Nations Unies, aussi bien au siège qu'au niveau du terrain. Et mon bureau a fait la liaison et a conseillé ces bureaux et ces entités, y compris les bureaux nationaux, les coordinateurs résidents, les mandataires indépendants, comme par exemple les rapporteurs spéciaux ou les commissions d'enquête sur les procédures et les principes qui orientent cette coopération entre l'organisation et la Cour. De la même manière, avec l'évolution des activités de la Cour et l'accroissement de du nombre de procédures au-delà de la phase d'enquête, y compris les procès multiples et les procédures en réparation, nous avons observé également un nombre croissant de requêtes de la Cour portant sur ces différentes phases, et la nature, évidemment, a évolué également. Représentant autant de défis. Pourtant, la plupart des efforts de coopération ont lieu traditionnellement de manière confidentielle, discrète, mais efficace et essentiellement en dehors du champ public. Le principe de discrétion est l'un des principes directeurs de notre coopération toujours plus grande. Et de fait, une pleine coopération apportée par les Nations Unies à la Cour au cours des 20 dernières années est pratiquement impossible à mesurer ou à quantifier. La coopération sollicitée auprès des Nations Unies a trait essentiellement
à la mise à disposition de documentation et d'informations des Nations Unies, un accès au personnel des Nations Unies et la mise à disposition d'aide administrative et logistique sur le terrain. Tel qu'envisagé dans l'accord de coopération, de nombreux protocoles d'accord, d'échanges épistolaires et autres arrangements ont été conclus à propos de la coopération entre différentes entités des Nations Unies et la Cour pénale internationale. Par exemple, plusieurs opérations de maintien de la paix ont conclu des protocoles d'accord avec la Cour, avec pour effet des procédures plus rapides, plus directes, pour répondre aux requêtes de la Cour d'aide administrative et logistique dans ces pays. Au cours des deux dernières décennies, les Nations Unies ont fourni une quantité considérable de documents et d'informations aux différents organes de la Cour. Chaque requête d'accès ou de divulgation d'informations des Nations Unies suppose une évaluation précautionneuse pour identifier toutes les préoccupations ou toutes les susceptibilités possibles. Et ça suppose bien entendu souvent des débats pour trouver des solutions qui soient acceptables par tous. Mon bureau apporte ses orientations au bureau considéré pour nous assurer que notre propre cadre juridique est respecté tout en faisant tous les efforts possibles pour coopérer au maximum avec la Cour conformément à nos obligations découlant de notre accord de coopération et également au nom de la justice et de la responsabilité. Ce type de considération est en lien également bien souvent à des requêtes d'accès au personnel des Nations Unies dont la présence sur le terrain et l'expertise unique les rend essentiels aux enquêtes et poursuites de la Cour. Les Nations Unies ont mis à disposition bon nombre de leur personnel au bureau du procureur ainsi qu'au Conseil de la Défense pour faciliter régulièrement leurs entretiens, leur prise de déposition dans les procédures devant la Cour. Et de fait, un membre des Nations Unies a été la première personne à témoigner devant la Cour dans son premier procès, celui de Thomas Lubanga. Les requêtes d'aide aux Nations Unies ne se sont pas limitées aux phases d'enquête et de procès. À propos des procédures en réparation, les experts des Nations Unies ont été sollicités à maintes reprises pour apporter des témoignages d'experts sur l'impact que les crimes pour lesquels l'accusé a été déclaré coupable a pu avoir sur les victimes et les communautés affectées. En février 2022, par exemple, au nom des Nations Unies, et de bon nombre de ces bureaux, de ces entités, j'ai fait une admission amicus curiae dans la phase de réparation de l'affaire de Dominique Audouin afin de pouvoir partager notre expérience et expertise unique sur les besoins spécifiques des victimes, en particulier en ce qui a trait aux violences sexuelles dans les conflits pour aider la Chambre dans ses délibérations. Ces interventions témoignent une nouvelle fois de l'engagement des Nations Unies, de mon bureau et de mon engagement personnel pour l'avancée de la justice pénale internationale, y compris à travers la jurisprudence de la CPI qui ne cesse de se développer. Plus généralement, les activités des Nations Unies et les mandats qu'elle reçoit de ces organes politiques reconnaissent de manière croissante et explicite le rôle important que joue la Cour dans la lutte contre l'impunité. À travers ces résolutions établissant les mandats des Nations Unies, des missions de maintien de la paix des Nations Unies dans les pays où la CPI mène une enquête active, le Conseil de sécurité à chaque fois a réitéré le caractère urgent et impérieux de rendre responsables tous ceux qui sont coupables d'agissements qui pourraient constituer des crimes selon le statut de Rome et a appelé les gouvernements à coopérer avec la Cour. Et le mécanisme de responsabilité non judiciaire récemment établi joue un rôle essentiel également dans le partage d'informations avec les institutions confirmées. Ces mécanismes
dont la tâche est de collecter et de préserver les éléments de preuve relevant d'atrocités et de crimes graves pour des futures procédures correspondant aux plus hauts standards d'examen judiciaire. Plusieurs ont le mandat de soutenir des procédures judiciaires devant les tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux. Et il y a le mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar qui a été établi après que le procureur de la CPI ouvre la situation du Bangladesh et du Myanmar, a pour mandat explicite de soutenir les efforts de la Cour. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, la Cour pénale internationale est un organe judiciaire international qui fonctionne pleinement. Et il fait partie de l'architecture de la justice pénale internationale. Dans le même temps, pourtant, presque 25 ans après l'adoption du statut de Rome, la Cour demeure un travail en cours, tout comme les Nations Unies d'ailleurs. Le défi essentiel pour la Cour sera encore de donner son plein potentiel dans la lutte contre l'impunité et pour construire un monde plus juste. Son travail et ses décisions judiciaires en particulier sont le centre d'attention de la communauté internationale, peut-être aujourd'hui plus que jamais auparavant. Et cette valeur de la Cour sera évaluée au vu de sa capacité à agir et à s'adapter aux nombreux défis auxquels elle aura à faire face. Et même si la Cour pénale internationale n'est qu'un élément du système de justice international, qui intègre d'autres cours, d'autres tribunaux, des mécanismes non judiciaires également, comme l'a dit le secrétaire général la semaine dernière au Conseil de sécurité, je le cite, « Aujourd'hui, la Cour pénale internationale est l'institution centrale du système de justice pénale internationale. » Fin de citation. Eh bien, je me fais l'écho de cette opinion. Le rôle de la Cour est sans égal pour lutter contre les crimes les plus graves. Pourtant, nous ne devons pas oublier que la force de la CPI dépend également du soutien qu'elle obtient des États parties. Et pour citer l'ancien secrétaire général Ban Ki-moon, que je le cite, « Il ne peut y avoir d'autre alternative. Nous ne pouvons pas dire que nous soutenons pleinement la lutte contre l'impunité contre ce type de crime, tout en nous éloignant de l'institution qui a été créée spécialement pour atteindre cet objectif. » Fin de citation. Le succès de la Cour pour remplir son mandat est le seul moyen de s'assurer que l'intégrité du système de justice pénale internationale est préservée et appuyée pour longtemps. C'est notre intérêt à tous, celui des États parties, des États non parties, des organisations internationales et de la société civile, de soutenir la CPI pour atteindre ses objectifs. La CPI représente notre meilleur espoir pour nous assurer que ceux qui commettent ces crimes qui choquent la conscience humaine sont poursuivis et que la justice est apportée aux victimes. Les Nations Unies sont engagées à continuer de soutenir le travail de la Cour et a hâte d'être le témoin de sa croissance, de la solidification de sa position comme un pilier du système de justice pénale internationale. J'ai confiance et je sais que les relations entre les Nations Unies et la Cour pénale internationale continueront de croître et j'ai hâte de voir notre coopération progresser encore dans les années à venir. La Cour trouvera toujours en les Nations Unies un allié solide, robuste et un ami fidèle. Et pour finir, permettez-moi de saluer Peter Lewis, le greffier de cette institution avec qui j'ai eu une excellente relation de travail. Merci. Merci Peter pour cette amitié, cet excellent travail que nous avons abattu ensemble. Je vous souhaite le meilleur dans votre avenir professionnel. Merci infiniment de votre attention.
Monsieur Serpa Suarez, cher Miguel, merci beaucoup de ce merveilleux discours que vous avez prononcé. Vous nous avez donné un rappel puissant du lien profond qui existe entre les Nations unies et la Cour pénale internationale. Il est vrai que les deux institutions servent la cause commune de l'humanité dans son ensemble. Notre partenariat demeure très important et est encore plus important qu'avant lors de cette troisième décennie de la CPI. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie d'avoir personnellement donné tout votre appui au cours des dernières années. Je vous remercie de nouveau d'être venu vous prendre la parole aujourd'hui. Chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette audience solennelle. Je vous suis reconnaissant d'avoir partagé cette heure brève de réflexion avec nous. Donc, j'invite toutes les personnes présentes à jouer le rôle en soutenant la justice pénale internationale avec une énergie renouvelée pour ce qui est de l'année qui vient. Donc, au nom des juges de la Cour pénale internationale, je m'engage à respecter pleinement l'indépendance, l'impartialité et l'équité des procédures devant cette Cour. Je déclare l'année judiciaire 2023 de la Cour pénale internationale ouverte. L'audience est levée. Pouvez vous lever?